Bonjour à tous. Sans surprise, l'immense majorité d'entre nous aujourd'hui allons passer à côté de l'essentiel, à côté de l'instant, à côté de maintenant. Erika, qu'on avait vu dans une vidéo précédente, n'a pas la chance de voir. Est-ce qu'on peut concevoir qu'Erika, qui ne voit pas, qui n'a jamais vu finalement ce qui est autour d'elle, est bien plus heureuse, bien plus en paix, vit bien plus d'intensité, vit bien plus ce qu'il y a à vivre que l'immense majorité d'entre nous? Tout simplement parce que nous courons des objets matériels ou immatériels, sans nous rendre compte que ce n'est pas l'objet que nous voulons, mais que l'acquisition de l'objet nous laisse sans désir, et que lorsque l'on est sans désir, on est en paix. C'est une mécanique à regarder. Erika désire l'iPhone 15, et une fois qu'elle l'a, pendant 15 jours, elle désire rien d'autre. Elle ne sort plus de sa chambre pendant 15 jours, parce qu'une fois qu'elle a l'iPhone 15, et bien simplement, son mental est fixé sur l'instant, sur découvrir son nouveau joujou et en profiter. Puis lentement, puisque le mental ne se satisfait de rien longtemps, eh bien son mental ira vers d'autres choses à acquérir. Mais pendant un bref instant, pendant peut-être une semaine ou deux, l'acquisition de ce nouveau jouet lui permet tout simplement d'être dans l'instant, d'être maintenant. Et donc si vous voulez, on peut simplement constater que les objets ne sont pas un problème en soi, qu'ils soient matériels, ces objets ou immatériels. C'est que simplement, c'est pas l'objet qu'on recherche. C'est la satisfaction, c'est la complétude. Et cette complétude, vous pouvez la voir même si vous ne voyez pas les objets autour de vous. Donc, ce qui se présente au plus intime de nous-mêmes, c'est du ressenti. Sur le plan manifesté, on peut dire que la vie, c'est du ressenti. C'est un jeu de texture. Comment ça se passe maintenant? Qu'est-ce qui se goûte sous les épaules? C'est une question d'attention. C'est même pas de la méditation. Vous pouvez appeler ça méditation si vous voulez. Méditation à chaque instant, si vous voulez. Mais vous n'êtes pas obligé d'appeler ça comme ça. C'est simplement une question d'attention. L'attention a naturellement pris l'habitude d'être amenée vers des objets, vers l'extérieur, vers plus tard, vers le mental qui ne conçoit pas maintenant. Il ne peut que poser des étiquettes sur maintenant. Il y a une tasse dans le lieu où vous étiquetez le passé, vous regardez le passé. Vous avez appris que cet objet, c'était une tasse. Mais l'objet tasse, la pensée tasse ne représente pas l'objet que vous avez en face de vous, qui est un mystère. La tasse que vous voyez est peut-être différente des autres tasses que vous avez vues dans la journée. Donc le mental ne peut que faire finalement de la vie, il ne peut que la fuir. Et c'est pourquoi le mental, s'il est indispensable, doit à un moment donné peut-être être remis en serviteur. Comment on remet le mental en serviteur? Par le principe de l'attention. Donc l'attention est éparpillée à travers des pensées, soit il est tourné vers le futur, organiser, prévoir, se prémunir de la peur, parce que le monde est dangereux, parce que je ne le comprends pas, et que le mental veut tout contrôler. Donc là, naturellement, c'est des structures énéagrammes qu'on pourrait voir comme 5, 6, 7. Un univers qui est tourné vers le futur, un autre univers qui est tourné vers le passé, 2, 3, 4. Et puis un univers qui est tourné vers le fait de faire perdurer des choses dans le temps. Voilà, 8, 9, 1. Et donc, naturellement, si certaines structures énéagrammes découvrent la méditation, ils vont vouloir en faire un objet. Ils vont vouloir protéger cet objet. C'est-à-dire que la méditation, c'est comme ça. Ça se passe dans tel lieu. Il faut qu'il n'y ait pas de bruit. Il ne faut pas que mon voisin allume sa tondeuse. Et donc, le mental nous coupe de la vie. Il nous coupe de l'instant. Il veut poser des étiquettes là où on ne peut pas en poser. Donc, Erika, eh bien, si elle n'a pas la chance de voir, elle a un mental actif. Elle avait un mental actif. Et comme toute personne qui a réalisé sa nature, qui s'est posée dans l'instant, qui a réalisé le soi, mais c'est que des mots, c'est toujours pareil, ça reste un petit peu de l'imaginaire, de la littérature, on n'atteindra jamais un mot. C'est simplement être dans cette reconnaissance de ce que nous sommes, en amont de tout ce qui est, je suis un mystère. Je suis l'espace au sein duquel tout apparaît, mais est-ce que cet espace est localisé ou non? Voilà. Donc à hauteur de ce que je vais vivre, cette présence, silence, tranquillité, joie, complétude, équanimité, tout ce que vous voulez va être vécu. Mais l'évoquer ne présentera presque aucun intérêt. Ce qui est important, c'est de le vivre pour soi. Donc si vous voulez le vivre, ça passe par goûter le ressenti. Beaucoup de chercheurs spirituels sont un peu perdus dans des... Je dis pas que lire des livres, ça passe à place. Mais enfin, ça peut vite devenir planant.
À un moment donné, les êtres que vous suivez ont fait souvent des sadhanas très intenses, ou alors il y a ce principe de l'attention. Voilà, moi je peux vous parler de ce principe de l'attention, et j'ai vu que l'attention était paumée, elle était perdue. L'attention, mon attention, autrefois je ne savais même pas où elle était. Alors bien sûr, après vous dites c'est pas mon attention, c'est un jeu de la conscience, mais sur le plan manifesté on va dire ça comme ça. L'attention ici, à travers cet organisme, était vraiment éparpillée dans le passé et le futur, c'était vraiment pénible. Avec beaucoup d'obligations, voilà, avec beaucoup de pensées parasites qui venaient bloquer complètement, par exemple, ce que je serais en train de dire là. Une pensée qui serait venue tout simplement interrompre cette vidéo. Une pensée qui aurait dit « tu n'aurais pas dû dire ça comme ça, ça va pas être compris, ça va être récupéré, etc. » C'est terrible, mais c'est le lot de tous en fait. Et comment vous mettez fin à ça? Par le principe de l'attention. Et le principe de l'attention, c'est qu'à un moment donné, vous revenez dans la vie, dans la texture de la vie. La texture de la vie, eh bien, effectivement, dans un premier temps, elle n'est pas dans la tasse, dans les objets ou dans votre voiture. Elle est ici. Après, un grand mystère qui sera vécu, c'est que quand vous êtes dans cette texture, vous vous rendez compte que la séparation n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que depuis cette présence, depuis cette paix, tout ce que vous voyez, vous vous rendez compte qu'elle est tissée de la même paix, pour le dire ainsi. Vous êtes posé ici, vous vous rendez compte que ce que vous ressentez ici est ce qui est ressenti dans la voiture, dans la tasse, dans la voix, dans les pensées. La séparation est très illusoire, elle est que mentale. Mais ça c'est pareil, ça devient vite de l'imaginaire, ça devient vite romanesque, quoi. Il faut le vivre, quoi. Il ne faut pas intellectualiser le truc, il faut le vivre. Ou pas, parce qu'il n'y a aucune obligation. Et donc, certains d'entre nous, on est très heureux de se perdre dans une illusion. Voilà, et donc, eh bien, si je veux me perdre dans une illusion, il n'y a aucun problème. J'ai le droit de me perdre dans les objets, j'ai le droit de me croire un petit personnage perdu dans un grand monde effrayant où il faut contrôler des choses. J'ai le droit de faire ça. Mais si je fais ça, je passe quand même à côté d'une certaine forme de... Peut-être que je passe à côté de l'essentiel. Surtout que je ne défends même pas la vérité. On va faire un petit tour des 9 profils pour terminer. Je ne défends même pas la vérité. Le 1, la structure à énéagramme, pense défendre une quelconque vérité, mais ma vérité est différente de celle du voisin. Le 7, lui, a peur qu'il manque quelque chose. Il veut garder toutes les sources de plaisir à disposition, sans se rendre compte que ces sources de plaisir l'amènent à l'enfermement, qu'il veut éviter. Voilà, je veux pouvoir avoir un petit verre de whisky et de la glace au chocolat. Au début, c'était du plaisir. 10 ans plus tard, c'est un enfermement. Je suis dépendant du sucre et de l'éthanol qui est dans l'alcool. De la même manière, le 5, au bout d'un moment, enfant, il avait pris du plaisir, on va dire, à se remplir de connaissances. Et bien, à un moment donné, c'est devenu une drogue, ces connaissances. Et donc, il a besoin d'en savoir toujours un peu plus. Et quand il va mal, eh bien, il va prendre les défauts du 7, il va pas gloutonner des glaces au chocolat, c'est peu probable, mais gloutonner de l'information. Le 6 prend une forme de plaisir à se faire peur. Il a peur de ne plus avoir peur. Voilà, on l'appelle parfois le loyaliste. Si vous ne connaissez pas l'énéagramme, je ne vais pas vous parler de l'énéagramme, mais en fait, on parle du mental humain. C'est le mental. Est-ce que le mental est personnel? L'énéagramme nous définit que non. Sinon, tout le monde verrait la vie de manière différente. On est obligé de constater que les motivations, il y a 9 grands types de motivations. Donc le 2 veut aider, veut rendre service, mais pendant qu'il fait ça, il se détourne de lui-même, il se détourne de ce qu'il ressent, donc il passe à côté de l'essentiel. Le 3 veut se faire valider, veut réussir à être validé par l'autre. Mais pourquoi tu ne te valides pas toi-même? Tu passes à côté de l'essentiel. L'autre ne pourra peut-être jamais te valider, parce que l'autre ne conçoit pas la réussite comme toi. Le 4, eh bien oui, le 4, c'est celui qui ressent ses émotions, mais il n'est pas plus à l'aise avec ses émotions que les autres. Il n'a pas forcément cette capacité à ne pas les ressentir, mais il n'est pas plus à l'aise avec ses émotions, il n'est pas plus créatif que les autres, il n'est pas plus différent que les autres. Nous sommes tous appelés à réaliser ce que nous sommes tous la même chose, nous sommes la conscience.
Tu as le droit, si t'es 4, de vouloir te penser différent. Enfin, cette différence, dans 50 ans, quand on sera entre 4 planches, dans 50 ans, 60 ans, dans 70 ans, quand tu seras entre 4 planches, tu verras si tu étais aussi différent que les autres ou pas. Donc c'est, à un moment donné, c'est aussi une fuite en avant. Le mental, c'est souvent une fuite en avant, une manière simple de ne pas aller contacter le réel. Encore une fois, le réel, c'est des émotions. Si je suis ce courant interne, ce que certains vont appeler l'élan du cœur, hein, si vous suivez ce courant interne, ça va vous faire bouger dans des directions inattendues, spontanées. Être spontané, mais c'est tellement important de savoir être soi, être spontané, et ne pas vouloir défendre quelque chose. Le 8 veut contrôler, mais qu'est-ce que tu contrôles? Le 8 veut contrôler, avoir un impact fort sur son environnement. Mais ce que tu conçois comme étant ton environnement est une pure illusion, c'est une lubie de ton esprit, de ton mental. Le mot environnement a été créé, hein, comme le reste. C'est des étiquettes. Et donc le 9 c'est le médiateur. Et il veut être en harmonie, mais avec les autres, mais il ne se prend pas en compte. Et de la même manière, il passe à côté de lui-même. Effectivement, si il va... effectivement, c'est la première des blessures, c'est-à-dire que quand vous rencontrez ce jeu de textures, vous avez l'impression, le mental a l'impression que c'est pas harmonieux. Parce qu'il y a une étiquette qui est posée dessus. Oh là, j'ai une boule dans le ventre. Oui, mais arrête l'imaginaire. Arrête l'imaginaire et reste juste dans la texture. Si tu enlèves l'étiquette, j'ai une boule dans le ventre, comment ça se goûte en fait? Pourquoi derrière mon angoisse? Pourquoi mon angoisse, c'est de la paix? Parce que réellement, si vous plongez dans l'émotion, ou si vous avez fait des libérations émotionnelles avec un thérapeute ou autre, parce qu'il existe vraiment des approches qui permettent de libérer des émotions, hein, réellement, hein, des contractions énergétiques, une fois que vous avez libéré la contraction énergétique, bah, qu'est-ce que vous avez derrière? Bah, vous avez de la paix. Et ça, c'est vraiment, ça peut vraiment être vécu. Voilà. Et enfin, je vous dis même pas qu'il faut prendre rendez-vous avec moi. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Vous trouverez un thérapeute près de chez vous pour faire cette rencontre sensorielle. Je suis pas en train de vous vendre quelque chose. Je suis simplement en train de vous dire que tant que je me rencontre pas moi-même, tant que je décide pas de me rencontrer moi-même, je vais courir les thérapeutes. Je suis désolé de vous dire ce que je pense. Les thérapeutes ou les satsangs ou les partages sur internet ou je ne sais quoi. Donc ce que je partage, c'est qu'on a besoin de personne. On peut toujours demander un coup de main. Ouais, s'il faut aller voir un thérapeute, il faut le faire, bien sûr. Il faut s'écouter, encore une fois, et pas écouter X ou Y. Et ça a sa place d'aller voir un thérapeute et de libérer des émotions et tout ça. Enfin, on va pas se mentir, hein. Au bout d'un moment, au lieu de demander à la glace au chocolat de m'enlever mon anxiété, ben, je fais comme Erika, quoi. Je dépasse l'idée qu'il y a quelque chose à atteindre. Et je plonge en moi, puis je regarde finalement s'il y a un problème quand je plonge en moi. Quand je commence à goûter de la paix, de la tranquillité, quand je ramène l'attention ici. C'est vraiment une question d'attention. Et ça se fait automatiquement, c'est juste une question d'attendre. Essayez de ne pas sentir votre dos si vous êtes assis. Essayez de ne pas sentir vos cuisses. Donc c'est le principe de l'attention. Dès que l'attention est posée ici, bah en fait, on passe plus à côté de la vie parce qu'on devient la vie. Tout simplement. Ici s'arrête cette toute petite causerie du matin, peut-être. À bientôt. Voilà, au revoir.